Donc, Buster Keaton est né en 1895, soit précisément l'année de naissance du cinéma. Et c'est quelqu'un qui est vraiment un enfant de la balle. Ses parents sont dans le music hall. Et très jeune, il est tout de suite associé au spectacle de ses parents. Et son père se rend compte notamment qu'il n'est pas du tout sensible à la douleur. Et il prend comme coutume de le balancer dans la scène et de le faire atterrir dans la grosse caisse ou dans la fosse. Ce qui va faire de lui l'attraction principale du spectacle, mais qui va aussi alerter les ligues de vertu, puisqu'on considère qu'il y a vraiment de la violence par rapport à son sort. Il va donc devenir un enfant star assez rapidement et puis va se diriger assez naturellement quand il grandit vers le cinéma. Il va intégrer l'écurie de Mack Sennett qui engage un certain nombre d'acteurs du muet et très vite se singulariser et devenir un comédien qui va produire des films sur son seul nom. Il est à un moment donné associé à Fatty Arbuckle, avant qu'il n'ait de grands soucis avec notamment les mœurs dans ce moment qu'on appelle le moment un peu babylonien d'Hollywood dans les années 20, où il y a des orgies, des fêtes absolument dantesques. Et il va ensuite fonder avec Joseph Schenck, le Keaton Studio, dans lequel il va avoir toute latitude pour faire vraiment les films qu'il souhaite. Et donc, ils vont produire une vingtaine de courts-métrages, et sur les seules années de 1923 à 1928, donc en 5 ans, 10 longs-métrages, ce qui en dit long aussi sur le rendement qu'il y avait à l'époque hollywoodienne, où on pouvait produire 2 longs-métrages par an. Et donc, c'est un moment pour lui qui va être une période de grand succès. Donc en 1926, il a 31 ans, il est au sommet de sa gloire, et Bruckmann, qui est son co-scénariste, qui est un gagman qui travaille avec lui ramène un livre qu'il a lu, qui s'appelle The Great Locomotive Chase, et qui raconte l'histoire vraie de nordistes qui sont allés donc voler une locomotive dans le sud, avec la perspective de faire un retour vers la ligne, donc comme c'est raconté dans le film, vers la ligne du front du nord, et de saboter tout pour empêcher un ravitaillement des armées du sud avant une grande bataille. Cette histoire l'intéresse beaucoup. Elle est racontée par un des survivants qui a donc vraiment vécu ce fait historique, et il décide de l'adapter. À l'époque, Keaton travaille vraiment de manière totalement collective dès qu'il s'agit d'écriture. C'est-à-dire qu'il met en collaboration toute l'équipe autour de lui, donc les gagman, mais aussi tous ceux qui s'occupent des effets visuels, les costumiers, etc. Ce qui fait qu'on est sur un scénario qui n'est pas véritablement écrit. Ils ont une trame, mais on est vraiment dans une espèce de laboratoire où ils ne cessent d'inventer en fonction de tous les éléments qu'ils ont autour d'eux. Il y a 2 contraintes qui sont pour lui vraiment le cadre dans lequel il veut s'inscrire pour l'écriture de son film. La première, c'est d'être le plus réaliste possible. Donc, ils vont notamment s'inspirer de photographies de la guerre de sécession pour vraiment pouvoir correspondre à quelque chose d'extrêmement fidèle du point de vue historique. Et un autre élément qui est celui d'avoir le moins de trucage possible. Il refuse par exemple d'avoir des plans de coupe pour tout ce qui concerne les moments où ils doivent alimenter la chaudière. Donc il exige de faire reconstruire des locomotives d'époque, mais qu'elles marchent réellement donc avec du bois qu'on doit brûler en continu, ce qui évidemment n'est plus le cas dans les années 20, et ce qui va bien entendu compliquer tout le tournage et provoquer d'ailleurs un incendie de forêt à un moment. Mais pour lui, ça semble inconcevable de devoir, à chaque fois qu'on met une bûche dans la chaudière, avoir un plan de coupe qui montre vraiment quelque chose de totalement artificiel. Donc il va travailler de manière à ce que tout ce qu'on voit corresponde à des prises de vue qui ont réellement eu lieu. Pour ce qui est du casting, il a une équipe de fidèles autour de lui. Il y a notamment son père qui joue un des généraux du camp adverse. Et pour l'actrice, il cherche une actrice avec des longs cheveux bouclés, ce qui n'est pas du tout à la mode dans les années 20. Et donc c'est Marion Mack, qui est ce qu'on appelle les Bethlehem Beauties, c'est-à-dire les jeunes filles qui sont en maillot de bain dans les films de Mack Sennett, qui va auditionner. Elle a 21 ans à l'époque, et donc elle va venir avec une perruque pour correspondre un petit peu à l'annonce qu'il a demandé. Et donc elle obtiendra le premier rôle. Elle ne jouera pas beaucoup de films, elle retournera assez vite au théâtre de vaudeville par la suite. Le tournage est donc un tournage important, puisqu'on est sur le budget le plus important
Keaton n'ait jamais eu dans sa carrière. On est autour de 415 000 dollars en 1926, il faut évidemment faire le ratio, ce qui correspond à peu près au double du budget des longs métrages habituels de Buster Keaton. Il a plus de 500 figurants pour certaines scènes, avec les gardes nationaux généralement à qui il a donné les uniformes. Et pour la prise donc, de l'effondrement du pont avec la locomotive, c'est à l'époque, donc en 1926, quand le film sort, la scène la plus chère jamais tournée, puisqu'elle coûte 42 000 dollars. Elle est tournée simultanément par 6 caméras. Ils sont intérêt à pas se planter, puisqu'évidemment, ils n'ont droit qu'à une seule prise. Ils ont construit spécialement le pont et donc fait se cracher la locomotive pour cette seule prise, et qui fonctionnera heureusement. C'est un tournage qui se passe dans de bonnes conditions, même si il y a quand même un certain nombre de dépassements de budget. Mais tout ce qu'a prévu Buster Keaton parvient à se mettre en place. Et donc le film sort en 1926. C'est un film qui est extrêmement mal accueilli par la critique. Et c'est quelque chose qui va profondément affecter Buster Keaton. Les critiques, même ceux qui ont l'habitude de défendre Buster Keaton, trouvent le film ennuyeux, répétitif, et ne voient pas trop l'intérêt. Il y a quelque chose aussi qui est probablement entré en ligne de compte, c'est le fait qu'il fasse de la guerre, qui est encore dans les mémoires, 60 ans plus tôt, un élément comique qui a du mal à passer pour un certain nombre. Et du point de vue du box-office, c'est de loin pas le meilleur succès. Et surtout, le film rentre à peine dans ses frais. Il faut qu'il compte sur le box-office européen pour que le film soit à peu près à l'équilibre en termes de budget. Donc c'est un échec. Et quelque chose qui, comme je le disais, affecte d'autant plus Buster Keaton que lorsqu'il écrit ses mémoires bien longtemps après, il estime que c'est pour lui son meilleur film, et c'est son film préféré de toute sa carrière. À la suite de ça, il va y avoir une période de remise en question un petit peu, et notamment, nous sommes en 1926, le parlant arrive l'année suivante, et Joseph Schenck lui conseille de signer pour la MGM, donc un grand studio qui lui propose de l'engager et de devenir un de leurs poulains, une des figures de proue de la MGM, et il hésite beaucoup. Charlie Chaplin, avec qui il est en échange assez régulier, lui déconseille en lui disant ne le fais pas, tu vas y perdre ton indépendance. Charlie Chaplin qui en 1919 a fondé United Artists, qui est vraiment un phénomène assez unique et très intéressant dans l'histoire hollywoodienne, c'est-à-dire c'est comme son nom l'indique, des artistes qui s'unissent ensemble, les 4 plus grands, les pionniers du cinéma, à savoir Douglas Fairbanks, Mary Pickford, David W. Griffith, le grand réalisateur, et Chaplin, et qui fondent leur propre studio de manière à avoir une indépendance. Et Chaplin sait qu'il vaut mieux ne pas travailler pour un grand studio. Buster Keaton hésite et il finit par céder. Et il explique dans ses mémoires que c'est pour lui la plus grande erreur de sa carrière. Et dans un premier temps, il va devoir apprendre à travailler avec un studio. Et par exemple, on exige de lui qu'il ait un scénario écrit avant tournage, ce que lui n'a jamais pratiqué. Et en plus, on lui assigne des scénaristes qui lui disent quoi faire, qui collaborent avec lui, qui lui montrent comment améliorer son scénario. Autant de choses que lui n'a jamais pratiquées et qui vont profondément le déstabiliser. De la même manière, on va exiger pour les assurances qu'il soit doublé pour les cascades, ce qu'il n'a jamais fait. Et on a une série comme ça d'éléments qui le mènent à faire de plus en plus de concessions. Il arrive à louvoyer pendant un moment parce que durant l'année 1928, il va sortir vraiment deux très grands films qui sont Cadet d'eau douce et L'Opérateur, The Cameraman, qui sont des très bons films dans lesquels il arrive à arnaquer un petit peu la MGM en arrivant à chaque fois à faire ce qu'il veut, mais ça ne va pas durer. Et en fait, il va rapidement perdre toute indépendance et devoir faire exactement ce qu'on lui demande. Et étant en désaccord, il va progressivement de moins en moins s'investir, sombrer dans l'alcool, et à ce moment-là, c'est la fin pour lui. Il est passé de mode, on ne lui donne plus aucun film intéressant, et il finit par sombrer dans l'oubli, à faire plus que des petites apparitions avant d'être licencié par la MGM. Donc il faut attendre 1950 pour qu'il apparaisse, on l'a vu il y a quelques semaines,
dans le film qu'on avait projeté ici, qui est Sunset Boulevard de Billy Wilder, hein, dans une scène assez terrible, où il est associé à Norma Desmond, cette star déchue du muet, et il joue au bridge et il dit hein, je passe, comme si lui-même, voilà, on évoquait le fait que sa carrière est passée. Et 2 ans plus tard, c'est Chaplin qui l'invite sur son film parlant, Les Feux de la Rampe, dans laquelle on évoque avec une grande mélancolie le sort justement des anciennes gloires du monde circassien et du spectacle vivant. Et donc il a un rôle où il va accompagner son comparse. Et après ça, on lui octroiera un Oscar d'honneur en 59. Mais donc durant toutes ces années, il tourne quasiment rien et il est vraiment dans une situation assez précaire financièrement. Il a absolument tout perdu. Ses parents, ses enfants ont changé de nom, donc il est vraiment seul au monde. Et en 62, la Cinémathèque française va lui rendre un hommage avec une rétrospective de tous ses films qui vont contribuer à un regain un peu d'attention concernant et puis le faire connaître aussi auprès d'une nouvelle génération, notamment celle des cinéastes de la Nouvelle Vague en France. Et il mourra en 1966. Donc ce film, on peut l'aborder de plusieurs points de vue. Le premier élément qui me semble le plus intéressant et puis surtout le plus visible, c'est la question du mouvement, puisqu'on est dans un cinéma muet qui va faire du mouvement son principal langage. Et on va être dans un film qui va prendre pour sujet majoritaire la question de la poursuite. Généralement, la poursuite, hein, c'est un élément parmi tant d'autres dans un film. C'est un moment qui vise à relancer l'attention et être une petite parenthèse très dynamique au sein d'un film. Ici, c'est le sujet principal. Et ça va être vraiment l'une des contraintes que va se fixer Buster Keaton, à savoir de créer son film autour de la question de la course-poursuite. Il va faire un ajout majeur par rapport à l'histoire originelle, donc, qui s'est passée en 62, c'est que lui va imaginer le retour. Parce que la véritable histoire, c'est celle donc des nordistes qui ont réussi à parcourir quand même 500 km avec cette locomotive volée, mais qui finissent par se faire rattraper. Ils sont tous, à l'exception d'un, celui qui a pu raconter l'histoire, pendus avec un procès expéditif. Et suite à la fin de la guerre, on ira chercher les corps et les distinguer militairement du côté nordiste, sauf celui qui raconte l'histoire parce qu'il n'était pas militaire à l'époque, et donc le seul survivant n'aura pas eu droit à cette distinction. Buster Keaton donc imagine ce retour et va créer donc une structure extrêmement symétrique qui va évidemment le condamner à un tour de force qui va être celui d'un comique de répétition avec variation. C'est-à-dire qu'on a vraiment un effet de miroir où il est d'abord celui qui poursuit, puis ensuite celui qui est poursuivi, en refaisant exactement ce qu'on lui avait fait subir auparavant. Mais il va falloir redoubler d'inventivité pour évidemment maintenir le rythme. Et ça, c'est quelque chose qui va être aussi un défi d'écriture et de filmage, bien entendu. Parce que la poursuite, c'est aussi l'idée que quand le personnage est immobile, vous l'aurez peut-être remarqué, à chaque fois, c'est des situations où il est en danger. Quand il est assis sur le canapé, dans une situation relativement confortable, sur le point probablement d'épouser la femme qu'il aime, on annonce la guerre. Quand il est à l'arrêt en train de s'accorder un moment pour s'occuper de lui, on lui vole la locomotive. Quand il rentre dans cette maison, tout le monde arrive et il doit se cacher sous la table. Donc on insiste toujours sur le fait que quand il est immobile, il est en danger et que c'est dans le mouvement qu'il arrive en permanence à s'accomplir. Et ce mouvement, cette trajectoire, va être évidemment inscrite dans un espace. Parce que c'est aussi un des grands sujets du film que d'insister sur la nature dans laquelle se déroule ce film. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué à l'époque. C'est filmé donc en Oregon. La beauté des paysages, pour une raison qui est simple, c'est qu'on n'est pas dans des transparences. Les transparences, c'est, vous savez, des films. Dans les vieux films, on le voit souvent, des gens qui sont au volant et on voit bien qu'on a projeté derrière eux l'image des endroits où ils sont censés se déplacer. Ici, il n'y en a aucune. À chaque fois, c'est vraiment filmé en temps réel avec de réels déplacements. Et ça, c'est quelque chose qui fait de la nature un personnage à part entière. C'est-à-dire que ces reliefs, ces virages, tous les obstacles qui sont déposés sur cette trajectoire vont rendre évidemment très vivant ce déplacement-là. Et le déplacement dans l'espace est un déplacement dans lequel le personnage ne va pas cesser d'essayer de maintenir une trajectoire alors que les obstacles vont se multiplier. Et c'est aussi cet élément qui
qui fait qu'on a un jeu qui se met en place, qui peut nous faire penser un peu à ce que deviendra un peu le jeu vidéo après, hein. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire rectiligne et puis une série d'éléments qui viennent la contrer, et un homme dont la fonction principale est de maintenir le rythme, maintenir la cadence, comme s'il maintenait aussi le rythme du film et le divertissement qu'il va créer pour le spectateur. Et c'est dans cet esprit-là aussi que tout le réalisme du film a son importance. Buster Keaton tient aussi à l'idée du réalisme parce qu'il a cette idée d'un spectacle qui vient de ses propres origines, à savoir le spectacle vivant, le vaudeville ou même la dimension circassienne. C'est-à-dire que le spectateur qui va voir un film de Buster Keaton sait que Buster Keaton s'est réellement investi dans tout ce qui se passe. Quand on voit par exemple la scène où il est en train, il a une poutre et il en prend une, et avec la deuxième, alors que la locomotive est en train d'avancer à la seconde près, il va devoir la faire basculer, on sait que tout a été fait réellement et qu'il s'agit justement d'arriver à la perfection de ce geste et de ce timing. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant aux origines du cinéma, de voir un cinéaste qui essaye de jouer avec toute la facticité qui est possible au cinéma. Dans un cinéma qui est ultra réaliste et dans lequel le spectateur, si vous voulez, tremble un petit peu aussi avec le personnage parce qu'il sait que tout est fait dans des conditions réelles. Il y a une image très connue de Buster Keaton qui est issue de Cadet d'eau douce, où il est immobile et toute une façade de maison s'écroule sur lui, et en fait sa silhouette se maintient parce qu'il passe à travers la fenêtre. Donc il fallait être positionné au centimètre près pour que ça puisse évidemment ne pas l'écraser et le tuer sur le coup. Et ça, c'est aussi la performance de Buster Keaton. Et cet élément-là, il est un petit peu l'ancêtre de personnages qui sont devenus ensuite des acteurs cascadeurs. On pense à Belmondo, par exemple. Et aujourd'hui, on a un représentant vraiment de cet héritage qui est Tom Cruise, qui fonctionne exactement de la même manière. Tous ces films comportent des cascades incroyables dont on parle bien des mois avant la sortie du film, en nous montrant qu'il s'est investi, il s'est mis en danger, il a appris à piloter un hélicoptère, que sais-je encore, et que c'est réellement, avec quelques guillemets évidemment, ce qu'on voit à l'écran. Et Buster Keaton est vraiment un petit peu celui qui a lancé, si vous voulez, cette idée-là. Et la performance qu'on va voir, c'est celle aussi justement d'une mécanique qui fonctionne. Keaton disait que pour lui, une scène de comique impliquait autant de calculs mathématiques, voire davantage, que dans un ouvrage mécanique. Et ça, c'est un élément qui explique aussi justement son recours à la locomotive et sa fascination pour la machine. Le train, c'est vraiment un élément de modernité issu de la révolution industrielle qui a une place très singulière dans l'histoire du cinéma. Dans l'un des premiers films de l'histoire du cinéma, vous avez la fameuse arrivée du train en gare de La Ciotat. Pourquoi on prend ce plan-là? Parce que justement, vous avez le mouvement oblique qui, selon la légende largement évidemment exagérée, aurait fait peur aux spectateurs. Mais c'est cette idée du train qui arrive et c'est évidemment cette représentation de la modernité industrielle. Il faut savoir aussi qu'en 1903 sort le premier western de l'histoire du cinéma qui s'appelle L'attaque du Grand Rapide et qui là aussi se passe sur un train. Donc c'est vraiment un moyen de locomotion qui accompagne de manière très naturelle les premiers films d'une certaine façon et qui partage avec eux cette idée d'une modernité et cette idée du mouvement, bien sûr. Et Keaton, dans son cinéma, va souvent convoquer ces éléments techniques, mécaniques. Donc vous avez le train dans le Mécano de la Générale, vous allez avoir le bateau à roue à aube dans Cadet d'eau douce, par exemple, la croisière du navigateur aussi, et la caméra aussi, qui sera un instrument extrêmement important dans The Cameraman, l'opérateur. Donc c'est des éléments qu'il va beaucoup exploiter et qui vont rentrer en résonance avec son propre comique. Et c'est des choses qu'on retrouvera vraiment à la même époque, aussi la même fascination. L'homme à la caméra de Dziga Vertov, c'est 2 ans plus tard, en 1929. Et ensuite, vous aurez aussi le pendant effrayant de cette machinerie qu'on retrouvera en 27 dans Metropolis, par exemple, avec la machine qui, là, littéralement dévore les gens qui l'alimentent. Et aussi des films comme un film qu'on a projeté il y a quelques années, qui est Les Temps modernes de Chaplin. Là, on est un peu plus tard, on est en 36, mais où vous avez Chaplin qui littéralement rentre dans la machine et se fait manger par elle entre les engrenages. Donc le personnage
parce que là, on a surtout parlé des grands espaces et de ce moyen de locomotion, parlons un peu de ce personnage et des quêtes qu'il a dans cette espèce de conte. C'est un personnage qui a, au départ, on le présente comme partagé entre deux amours, sa locomotive et cette femme, qui est une petite image iconisée, et par l'entremise de son amour pour cette femme, il va se retrouver à devenir patriote. On voit bien que le patriotisme est vraiment quelque chose d'utilitariste, parce qu'il doit être patriote pour pouvoir simplement épouser cette femme. Et on a ici une femme qui va progressivement s'incarner. Si vous regardez au départ, c'est une photographie qui est dans sa locomotive. D'ailleurs, lui n'existe aussi que par la locomotive, par ce portrait assez comique qu'il lui offre, où il est devant sa locomotive. Et ensuite, vous avez, après cette rupture, parce qu'il ne peut pas être en uniforme, et donc être une image digne de cette femme et de toute sa famille qui est dans la haute société, vous allez avoir cette jolie image à travers le trou de la nappe du cigare, où elle est de nouveau ce superbe cadre qui la voit réapparaître. Et à partir de cette deuxième moitié du film, puisqu'il est clairement divisé en 5 segments extrêmement symétriques, vous avez le prologue, une course de 20 minutes, ce moment de transition entre les deux, une nouvelle course de 20 minutes, et puis l'épilogue. Et là, dans la deuxième moitié, elle va être celle qui va exister véritablement, prendre chair, il va la porter, elle va être une charge, il va avoir le plus grand mal à la charger sur cette locomotive, et elle va devenir un véritable binôme avec lui. Et c'est là que l'évolution du héros devient intéressante, parce que c'est un personnage qui, au départ, ne correspond pas du tout, enfin, peu au code que tout le monde a attribué au personnage keatonien. À l'époque, et c'est peut-être aussi une des raisons de l'insuccès du film, Keaton, il a une marque de fabrique. On le voit avec son canotier, on le voit avec ses traits noirs sous les yeux. Il a construit un personnage qui est récurrent, comme Chaplin avec Charlot. C'est exactement la même idée. Là, c'est un personnage qui est... ou alors, il est un freluquet, c'est un petit peu les scènes qu'on voit quand il n'est pas enrôlé, ou alors un dandy riche qui est très maladroit. Ici, c'est un personnage qui a un véritable talent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne l'enrôle pas au début, et qui est bon dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui va nourrir aussi son évolution, c'est ces deux directions. On va avoir quelqu'un qui maîtrise techniquement tout ce qu'il fait et qui peut être héroïque et parfaitement ingénieux. Là, on serait plutôt du côté du Buster Keaton cinéaste qui calcule à la seconde près tous les gags qu'il va orchestrer. Et de l'autre côté, une coexistence avec un grand maladroit et surtout un grand chanceux qui va réussir à entreprendre et à aller au-devant de toutes les épreuves qui se présentent à lui. Et donc cette coexistence entre l'expertise et la gaffe ou le hasard va évidemment donner lieu à toute la dynamique comique du film. Et l'évolution, elle va se faire ensuite justement avec la femme. Si vous regardez la femme, la manière dont elle l'accompagne, en réalité le couple existe réellement parce qu'ils ont à peu près le même degré de maladresse, de chance et en même temps de talent. Sur la plateforme du train, ils vont former une espèce de petit domicile conjugal dans lequel vous allez avoir, de manière très raccourcie et très humoristique, le ridicule de l'une, la maladresse de l'autre, et puis en un même geste, il l'étrangle et puis il l'embrasse, comme si on avait à peu près un condensé de tout ce que pourrait être la vie d'une certaine manière. Et à la fin du film, lorsqu'ils sont assis sur la bielle de la locomotive qui était devenue un foyer conjugal est vraiment en arrière-plan, et c'est eux qui sont le couple, et on a vraiment cette passation de la locomotive à la femme. Et donc ça nous donne un petit peu cette espèce de conte qui se serait parachevé après une parenthèse quand même épique, et ça c'est aussi important de le mentionner, et qui fait aussi que ce film est un film très ambitieux, avec ces scènes de bataille dans lesquelles le personnage va aussi s'improviser, après avoir été mécanicien, s'improviser général, s'improviser soldat, et là aussi on insiste toujours sur le décalage et sur la dimension maladroite et de tout ce qu'il arrive à faire. Le dernier point que j'aimerais aborder sur le film, c'est la question de son message. Le film traite de la guerre. Comme je vous l'ai dit, c'est un élément qui a pu un petit peu déranger. Et aussi, c'est intéressant, le livre avait été raconté par un partisan du Nord, et Keaton raconte le point de vue par les sudistes.
C'est intéressant de se poser la question de pourquoi. En fait, il y a très probablement l'idée d'aller parler du côté des perdants en ayant une forme d'empathie pour eux, sachant que ce personnage de comique et de maladroit peut aussi représenter cette personne qui serait probablement a priori du côté des perdants. Mais le discours qu'il fait sur la guerre est un discours qui est étonnant de neutralité. Si on regarde, vous avez un travail sur l'aller et sur le retour, sur la réversibilité. Vous voyez à quel point on peut changer de... finalement, une même personne peut porter les deux uniformes, le bleu ou le gris, donc du sud ou du nord, et la locomotive a la même énergie qu'elle véhicule le nord ou le sud. Autre élément très intéressant de mise à niveau, l'aller et le retour se font sur le même mouvement, c'est-à-dire de gauche à droite. On n'a pas un travail qui nous montrerait vraiment un trajet puis l'autre. Au contraire, il y a vraiment une sorte d'équivalence qui vise à montrer qu'on met au même niveau tous les personnages. Et le personnage donc de Keaton est celui qui observe avec une forme de recul un petit peu tout ce qu'il voit et qui refuse d'une certaine manière de s'engager. Et d'ailleurs, on voit qu'il ne s'engage que pour la photo d'une certaine manière. C'est un uniforme et le mariage avec la femme ne se fait que pour correspondre un peu à ce code social d'une certaine manière. Et c'est là que se pose la question de ce qu'on a pu à un moment reprocher à Buster Keaton, à savoir cette absence de discours. On a souvent comparé Chaplin et Keaton. Et les partisans de Chaplin, généralement, disent que Chaplin est infiniment plus grand que Keaton parce que chez Chaplin, on a un discours. Chez Chaplin, il y a une dimension humaniste, il y a une dimension politique même, un discours clairement de gauche, qui a d'ailleurs valu à Chaplin de s'exiler d'Amérique et de finir vraiment dans une forme d'infamie par rapport au fait qu'il était taxé de communiste, etc. Et alors que chez Buster Keaton, on a l'impression d'être face à une absence de discours. Et c'est vraiment intéressant parce que ça pose une question, et particulièrement pour la critique, et encore plus particulièrement pour la critique française, qui serait de se demander si une œuvre ne peut devenir une grande œuvre qu'à partir du moment où on peut déceler en elle un message, un propos, un discours qui irait au-delà du simple divertissement. On revient à cette notion éminemment classique de plaire et instruire. C'est-à-dire que si l'œuvre se contentait de seulement plaire, eh bien, elle n'aurait pas la grandeur suffisante pour prétendre au véritable chef-d'œuvre. Et c'est très intéressant parce que on peut aussi considérer que cette œuvre vaut pour ce qu'elle est et que Buster Keaton assumait parfaitement cette absence justement de discours. Et au contraire, je pense qu'il n'est pas pertinent de comparer Chaplin et Keaton dans une perspective de savoir lequel serait plus riche ou plus méritant que l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir les singularités de chacun. Et Buster Keaton, dans cette logique du gag pur, dans cette logique d'une vision où on a un personnage qui réellement existe au sein d'un grand espace, eh bien, il a une place différente de celle de Chaplin. Chaplin, c'est le séditieux, c'est celui qui arrive pour mettre le bazar. C'est au début des temps modernes le mouton noir. C'est celui qui va casser un petit peu un équilibre. Alors que dans ce film en particulier, Keaton est celui qui vise au contraire à faire en sorte que ça fonctionne. Il est un mécano, il sera aussi un opérateur. Il est celui qui essaye de pérenniser un mouvement pour que la fluidité reste là. Il travaille avec le mouvement et il essaye de l'accompagner. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est sa singularité à lui. Ça explique qu'on est dans le film beaucoup de plans d'ensemble ou de profondeur de champ dans lesquels on va voir ce qu'il est en train de faire et la conséquence. Et ces éléments-là vont nous permettre de voir que souvent, Keaton est une simple silhouette au sein d'un grand ensemble et il est cet orchestrateur, mais assez modeste, qui essaye de faire en sorte que ça marche. Et c'est là qu'est son travail. Il y a une dissection du gag de Keaton qui montre qu'il a souvent un gag qui fonctionne en deux temps. Je vous donne comme exemple le wagon fantôme, vous savez, qui disparaît un moment, puis qui réapparaît. De la même manière, le coup de canon qui disparaît, et puis finalement, quand on sait qu'il risque de se le prendre, le virage fait qu'il
il va aller chez l'ennemi, ou alors l'autre qui contribue à inonder les ennemis. Donc ce gag en 2 temps, on peut l'assimiler un petit peu à ce qu'on a dans l'œuvre elle-même de Keaton. Le gag du premier temps, c'est le moment où il a eu son succès, mais le second temps de son gag, qui est plus fort, qui est plus émouvant, qui est plus surprenant, c'est le fait qu'il soit encore aujourd'hui aussi universel et qu'il ait réussi justement à dépasser son époque, malgré justement une volonté de pur divertissement faite avec la virtuosité qu'on lui connaît. Merci de votre attention.